Le seul moyen de ne pas avoir d'échec, c'est évidemment de ne prendre aucun risque. L'écurie, personne ne contestera que ce sont des grands chercheurs, ont déposé des demandes de brevets selon la coutume de l'école, c'est-à-dire à leurs frais et risques et à leur nom. Jamais dans leur esprit, de la mauvaise recherche fondamentale serait de la recherche appliquée. Elle pouvait être bonne ou mauvaise des deux côtés. Je n'arrête pas de dire que notre système est complètement handicapé parce qu'on a trop de règlements. Alors ils m'ont dit, mais comment vous allez fonctionner? Je dis, on va prendre des règles très simples et chaque fois qu'un cas particulier apparaît, et il y en a sans arrêt, on va le résoudre. La richesse est chez le chercheur, elle n'est pas dans le système. C'est le chercheur qui doit être associé au processus de valorisation. Tout ce qu'on peut faire pour encourager les startups à se développer, c'est bénéfique pour la collectivité. Tout d'abord, vous dire le grand plaisir que j'ai à participer à l'aventure PSL. Deux mots sur PSL, vous connaissez tous, c'est un projet magnifique, d'une ambition rare, c'est un projet difficile. On sait que chacun de nos établissements a sa personnalité, sa culture, ses habitudes, son désir d'autonomie. Et donc l'entreprise PSL est une entreprise qui devra franchir un certain nombre d'obstacles, mais il faut reconnaître que l'enjeu est exceptionnel. Il n'y a pas d'équivalent, je dirais, en France et même dans beaucoup de pays en termes de la quantité de chercheurs, de la quantité de créateurs et de leur qualité surtout. Donc, lorsque Monique Kantberber m'a parlé de valorisation et de rejoindre PSL, ça a été au fond un moment de choix difficile. Je suis relativement occupé dans ma vie quotidienne, mais je trouvais que ce projet valait la peine d'être tenté. Alors, avant de parler de la valorisation de PSL proprement dite, quel est l'état de la valorisation en France? Je dirais que la valorisation à partir de la recherche n'est pas satisfaisante. Je sais que je heurte des gens dont c'est le métier en disant ça. Je pense que la recherche est d'une très haute qualité. La France a un dispositif de recherche de grande qualité. Il n'y a pas très longtemps, il y a 3 mois, un prix Nobel a été décerné en physique. Ce n'est pas le premier de loin en France. Donc on peut dire que la recherche française est de qualité compétitive à l'échelon international au plus haut niveau. Par contre, sa valorisation est très très insuffisante. Les retombées économiques et industrielles de la recherche sont extrêmement faibles. Alors, chaque organisme, chacun de nous se réjouit en public, dans le monde extérieur, des bons succès obtenus. En réalité, ces succès, quand on rentre dans les chiffres, sont faibles. On pourra dire quelques mots. Le nombre de brevets valorisés est faible. Bien sûr, tout le monde a en tête les brevets de Pierre Potier, qui ont été fabuleux, à la fois pour la vinorelbine et le taxotère. Mais combien de brevets Potier a-t-on eu? Et donc côté brevet, c'est moyen. Côté création de start-up, qui est l'autre manière de créer de l'activité économique et de l'emploi, c'est pas terrible non plus. Alors j'y reviendrai. J'ai bénéficié d'un environnement exceptionnel qui était l'école de physique et chimie de Paris, le SPCI Paris Tech est un endroit exceptionnel depuis sa création. Et je suis obligé de revenir un tout petit peu en arrière pour vous expliquer comment, de manière très pragmatique, c'est probablement le seul établissement français qui n'a pas été soumis au régime général. Et ça a une origine assez intéressante, historique. Vous savez que cette école a été créée après la guerre de 70 parce que l'industrie chimique a réalisé qu'elle n'avait plus d'école de formation de ses cadres, puisque toutes les écoles, Strasbourg, Mulhouse, Nancy, étaient passées du côté allemand. Il n'y avait plus d'école en France. Et du coup, l'industrie chimique a réclamé une école. La ville de Paris a été très réactive.
Alors vous savez qu'à l'époque, la ville de Paris, c'était presque l'État. C'était pas une vraie ville avec un maire élu, c'était une ville trop dangereuse, Paris. Et donc elle était sous tutelle d'un préfet et l'État a décidé que Paris serait plus réactif, a créé l'école de physique et chimie. Et quelle est l'origine de la différence culturelle? C'est que ces premiers directeurs et maîtres ont été choisis parmi des gens des écoles de Strasbourg, Mulhouse, Nancy, qui baignaient dans la culture anglo-saxonne, pour lesquels il n'y avait pas de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, il y avait de la bonne ou de la mauvaise recherche. Et jamais dans leur esprit, de la mauvaise recherche fondamentale serait de la recherche appliquée. Elle pouvait être bonne ou mauvaise des deux côtés. Et je crois que c'est ça qui a été l'élément culturel depuis le début, donc de la pluridisciplinarité et une absence de barrière idéologique ou psychologique entre le fondamental et l'appliqué. Et dès le début, par exemple, l'écurie, donc de grands chercheurs, et personne ne contestera que ce sont des grands chercheurs, ont déposé des demandes de brevets selon la coutume de l'école, c'est-à-dire à leurs frais et risques et à leur nom. Et on a à l'école des instruments qui ont été fabriqués sous licence Curie. Donc, vous voyez qu'ils ont franchi tout le processus. Non seulement ils ont déposé des demandes de brevets, mais ils ont accordé des licences à des industriels de leurs brevets, licences rémunérées comme il se doit. Donc, vous voyez qu'il y a un espèce de... Ensuite, je ne parle pas de Paul Langevin qui à la fois été un très grand théoricien et qui a été un inventeur fertile, qui a déposé de nombreux brevets. Paul Langevin est l'inventeur du sonar. Ceux d'entre vous qui ont visité le SPCI ont vu probablement cet évier historique dans lequel Langevin a découvert le sonar, qu'on a réussi à protéger dans toutes les rénovations jusqu'à présent. Mais heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de rénovation à l'école, donc ce n'était pas très difficile. Mais quand même, on a sauvé les robinets. Donc, Paul Langevin, l'inventeur du sonar, dépose un certain nombre de brevets, donne des licences, et puis c'est une aventure qui commence. Georges Claude, inventeur extrêmement fertile, qui crée une société pour les applications des procédés Georges Claude. Donc, vous voyez, création d'une start-up. Cette société pour les applications des procédés Georges Claude avait un nom un peu long et pas très vendeur, si je dirais. Et l'associé de Georges Claude, qui était aussi un élève de l'école, a trouvé que c'était un nom pas porteur. Il a donné un sous-titre. Et cette société est plus connue sous son sous-titre que sous son nom, puisque le sous-titre, c'est l'Air Liquide. Mais quand vous regardez sur les papiers à l'époque où les actions étaient matérialisées, ce qui n'est plus le cas, c'était la Société pour les applications des procédés Georges Claude. Voilà, je vous raconte ces anecdotes pour vous montrer qu'à l'ESPCI, il y avait une longue tradition et j'ai eu la chance de rentrer dans cette maison et donc de bénéficier de ce système où à aucun moment il n'allait être considéré comme dégradant, d'essayer d'appliquer des résultats de recherche à des réalités économiques ou industrielles. Alors ça m'a permis d'apprendre pendant un certain nombre d'années, quelques années depuis que je suis rentré dans cette école, dans les laboratoires de cette école, à franchir un certain nombre d'étapes avec des échecs, bien entendu, et avec quelques succès. Alors, à partir de ça, j'ai essayé, au cours de mon évolution, de tirer un certain nombre de conclusions sur des choses qui doivent être changées dans le système et des choses qui sont bonnes. Et je vais essayer de partager avec vous ces expériences pour vous montrer comment je vais essayer de bâtir avec la micro-équipe que nous avons constituée, dont je vous parlerai à la fin, une structure de valorisation pour PSL selon des lignes qu'on bâtira d'ailleurs au fur et à mesure. Alors, comment peut-on valoriser l'action de laboratoire ou de la recherche? Je dirais qu'il y a 4 grandes méthodes. Première chose qui est classique, c'est que des chercheurs soient consultants dans l'industrie. C'est une façon de valoriser le savoir. Ça marche, ça apporte à l'industrie du savoir qu'elle n'a pas, c'est donc plutôt positif et c'est à encourager.
à l'école, on encourage ça. J'ai vu dans des commissions où j'étais, dans des universités, des cas où le chercheur qui voulait une promotion cachait le fait qu'il était consultant, parce que ça allait faire mauvais effet. Je dirais que là, on est en plein dans le préjugé culturel, ça ne doit pas être considéré comme négatif, ça doit être considéré comme positif. Voilà, quelqu'un dont des industriels sont prêts à payer le savoir parce qu'ils pensent que ça va avoir des retombées positives dans leur industrie. Deuxième façon de collaborer, bien sûr, c'est établir des contrats industriels entre des laboratoires et des entreprises. C'est une méthode qui marche bien, sur laquelle je dirais aujourd'hui qu'il n'y a pas de grandes remarques à faire. Elle marche bien à peu près partout, avec des succès par endroits particulièrement forts, parce que ça a été la volonté politique de l'établissement de le faire. L'école des mines, par exemple, a une grande tradition de collaboration avec le monde industriel. Ce sont des prestations qui sont offertes, des prestations de recherche. Je dirais que cette activité-là ne pose pas de problème majeur. Quelle est néanmoins la limite de ce système pour l'économie nationale? C'est que très souvent, ce sont des grands groupes. Alors, il commence à y avoir des PME qui s'adressent aux laboratoires de recherche pour faire progresser leurs techniques. Elles connaissent bien un marché, elles ont un bureau d'études qui connaît parfaitement bien leurs techniques, mais elles n'ont pas les ressources humaines pour faire évoluer leurs produits avec les progrès. Donc, le réservoir des PME est un réservoir très intéressant parce que, mais difficile à toucher parce qu'il y a un préjugé, ils ont peur, le patron de PME, qui souvent a créé sa boîte lui-même, peut-être autodidacte dans certains cas, a un peu une appréhension à parler avec des chercheurs très savants. Donc il faut être accueillant, il faut savoir accueillir ces gens qui ont une réelle valeur parce qu'ils ont créé des produits qui satisfont le marché et ils peuvent apporter des choses. Mais dans l'ensemble aujourd'hui, les contrats industriels concernent surtout les grands groupes. Or, vous savez comme moi que les grands groupes, ce ne sont pas eux qui créent l'emploi. Les grands groupes réduisent l'emploi partout. Et donc, on ne peut pas se satisfaire quand on dit on fait de la valorisation parce qu'on a plein de contrats avec des entreprises. C'est bien, mais ça ne va pas activer, ça va peut-être éviter de perdre des emplois, parce que ces entreprises, si elles restent compétitives, eh ben, elles vont pouvoir conserver l'emploi. Par contre, ça ne va pas générer une croissance fabuleuse d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle ligne. Et donc vous voyez que cette deuxième approche, les contrats industriels, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va redynamiser le tissu industriel. Troisième façon de collaborer, ce sont les brevets. Nos laboratoires sont évidemment avec des gens très créatifs, des gens qui connaissent beaucoup de modèles amont. Ils sont très amont, forcément, et donc c'est par l'amont que souvent viennent des innovations de rupture. On peut améliorer progressivement des procédés, des matériaux, etc. Et les industriels savent faire ça. Par contre, les chercheurs peuvent arriver avec des innovations de rupture qui peuvent, avec beaucoup de risques, évidemment, et vous verrez que je reparle souvent du risque, il faut accepter le risque fait partie de l'aventure, et d'ailleurs, ce n'est pas les chercheurs qui me contrediront, quand ils démarrent une recherche, ils ne savent pas si elle débouchera, ils ne savent pas si d'autres chercheurs n'arriveront pas avant eux. Donc la notion de risque doit être présente et elle doit être acceptée. Il ne faut pas considérer que l'échec, c'est catastrophique, parce que sinon, le seul moyen de ne pas avoir d'échec, c'est évidemment de ne prendre aucun risque. Donc vous voyez les brevets. Quelle est la situation actuelle des brevets pour les établissements de recherche? Elle est très difficile. Pourquoi? Parce que dans un laboratoire, vous avez des gens du CNRS, de l'INSERM, de l'université X, de l'université Y, Z, de l'école I. À qui appartient le brevet? Ça va être une copropriété. Et donc, vous voyez que c'est ingérable
à la fois en temps de réponse vis-à-vis du chercheur qui est curieux de savoir si ce qu'il a fait est brevetable ou pas, mais aussi quand par miracle ça l'a été, que le brevet a été pris, en termes de concession d'une licence ou tout simplement de vente du brevet, parce qu'il va falloir obtenir un tas de signatures, c'est insortable, ça conduit à des délais épouvantables. Ce que je voudrais absolument éviter à l'intérieur de PSL, dans la structure qu'on est en train de bâtir, c'est justement de se retrouver dans cette situation où un chercheur écrit à son organisme de valorisation et attend entre 3 mois et 3 ans. Ça peut vous sembler étrange, mais j'ai des exemples concrets de chercheurs qui ont vécu ça, pour avoir une réponse, est-ce qu'on prend ou est-ce qu'on ne prend pas votre brevet? C'est totalement inacceptable. Vous voyez qu'on ne peut pas se satisfaire d'un système de ce genre. Un chercheur a besoin de publier. Or, le brevet n'a aucun inconvénient face à une publication, à condition d'avoir été déposé avant la publication. Et donc dire à un chercheur, attendez un peu pour déposer votre demande de brevet, et c'est acceptable, mais lui dire on vous répondra dans N mois et peut-être N années, c'est totalement inacceptable, parce que peut-être que quelqu'un va publier ce qu'il voulait publier, lui il va se démotiver, on est dans un système qui n'est pas acceptable. Alors, conscient de ce problème, le législateur a fait évoluer les lois, et elle a proposé que l'hébergeur, donc il y a toujours un hébergeur forcément, puisque le laboratoire est positionné quelque part, l'hébergeur a la possibilité d'être le valorisateur. Bien entendu, il doit défendre les droits des différents établissements concernés par le laboratoire en question et les chercheurs, mais vous voyez que ça lui donne une capacité d'agir beaucoup plus rapide que s'il fallait avoir les 5 signatures des copropriétaires pour faire la moindre opération. Donc vous voyez que l'évolution de la loi a été très bénéfique. L'hébergeur a la possibilité de le faire, donc chacun des établissements a la possibilité de le faire. Il peut décider s'il le fait ou il ne le fait pas. Plus tard, quand je décrirai comment on souhaite travailler, vous verrez que le maître mot chez nous va être liberté. Liberté chérie. C'est-à-dire le chercheur qui a envie de passer par l'organisme par lequel il passait traditionnellement, ben, il aura le droit. Celui qui passait par son établissement de tutelle directe, il aura le droit. Celui qui souhaite passer par une autre entité, il aura le droit. Celui qui souhaitera passer par la structure de PSL, il aura le droit. Et s'il souhaite passer par la SAT, il aura le droit aussi. Donc, l'idée est un système où on n'impose rien. Ma conviction est que la richesse, vous m'entendrez souvent dire ça, la richesse est chez le chercheur, dans le chercheur, elle n'est pas dans le système. C'est le chercheur qui a le savoir, c'est lui qui doit être associé au processus de valorisation. La structure doit aider le chercheur, elle doit s'adapter à lui. Vous savez comme moi que les chercheurs sont parfois compliqués. Ils ont des personnalités pas toujours faciles. Il faut s'adapter. Il ne faut pas demander au chercheur de s'adapter à une règle administrative qu'il ne comprendra pas et qu'il ne respectera pas. Ça fait partie des grands principes. Donc, les brevets, j'ai un petit peu décrit. À l'ESPCI, on avait cette chance inouïe, comme je vous l'ai dit, avec Curie, Langevin et d'autres, de pouvoir déposer les brevets à nos frais et risques et à notre nom. C'est une tradition, donc je vous dis, qui remonte au Curie, donc elle ne date pas d'hier, et que la ville de Paris a parfaitement conservé au fur et à mesure de la formalisation des lois de la propriété intellectuelle. La ville de Paris, vous savez toujours que normalement une invention appartient à l'employeur. Donc l'école aurait pu dire, vous êtes employé chez moi, donc le brevet m'appartient. Mais l'employeur a toujours la possibilité, bien entendu, de renoncer à son invention. Alors, dans des entreprises, ça se fait par un échange. Le chercheur sollicite son employeur. L'employeur dit oui, votre invention m'intéresse. Bon, l'affaire est réglée. L'employeur dit non, votre invention ne m'intéresse pas. Le chercheur est libre. À l'ESPCI, la règle, c'est qu'il est toujours libre.
et que s'il ne la veut pas, peut-être que l'établissement va la prendre. Donc c'est un système, vous voyez, assez étonnant qui fonctionne à l'envers. Ce système, comme vous verrez par les résultats, n'a pas trop mal fonctionné au cours des années, puisqu'actuellement le SPCI est en France l'établissement qui prend le plus de brevets par chercheur. Ce qui n'empêche qu'à côté de ça, il s'y fait de l'excellente recherche. Donc il ne faut pas considérer que, ok, on fait de l'appliqué à l'ESPCI, on fait n'importe quoi. Non, on ne fait pas n'importe quoi. On fait certes de bons brevets, mais on fait aussi de la bonne recherche. Donc la filière brevet est la troisième filière de valorisation, et je vous décrirai comment on souhaite faire fonctionner ça dans le cadre de PSL. Alors je vous ai dit, et ça peut vous sembler une idée un peu... Il faut absolument associer le chercheur. Rien ne serait pire que de dire au chercheur, vous envoyez votre dossier, on l'accepte pas, admettons qu'on l'accepte, et maintenant vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Ce serait catastrophique. C'est malheureusement ce qui se passe par endroits, c'est catastrophique. Et je vous illustre ça par une expérience vécue. Dans mon laboratoire, à une époque, on a cru faire une grande découverte parce qu'on avait des matériaux qui conservaient une polarisation électrique permanente et on trouvait ça extraordinaire. On a eu un mal fou à maîtriser ces effets. Une fois qu'on les a maîtrisés, on savait les reproduire, on savait les mesurer, on savait les caractériser. Et donc on était très excités, puis la vie est comme ça, on a découvert que ça avait été trouvé un siècle plus tôt. Bon. Grandeur et désillusion, ça fait partie de la réalité de la vie. Ça avait été en fait prédit par Heaviside, le mathématicien anglais, celui de la fonction, qui avait même donné un nom à ces objets. Il avait appelé ça electret en anglais. Et donc par analogie avec le magnet, l'aimant. C'était l'analogue électrique de l'aimant. Et donc, bon, ok, on n'avait pas fait cette découverte, elle existait, mais il y avait de nouveaux matériaux qui pendant un siècle n'avaient pas existé, les polymères, et avec les polymères, on a pu construire des électrets ayant des propriétés très particulières. On a commencé à chercher des applications de ces nouveaux matériaux. Bien entendu, la première application qui est arrivée, c'était l'idée des microphones, et on cherchait d'autres applications, et on a eu l'idée, vous savez que les claviers d'ordinateur étaient en grand boom, parce qu'on passait de la machine à écrire mécanique, où on combinait deux fonctions, la fonction saisie de l'information, qui était le choix de la touche, et la fonction action, qui était la frappe d'un marteau sur le papier carbone. Et puis, ça faisait des écritures plus ou moins bonnes. Les bonnes secrétaires savaient bien taper en appuyant plus fort sur les touches qui frottaient plus, parce qu'il y avait évidemment des frottements, plus on était sur les bords, jusqu'à ce qu'IBM et Honeywell sortent des machines électriques avec la machine à boules, qui a été une révolution, puisqu'on dissociait la fonction capteur de la fonction actionneur. Et à partir de là, on a vu apparaître un besoin de clavier électrique et électronique considérable, et les micro-ordinateurs sont arrivés, et le besoin en clavier a explosé. Et on s'est dit, mais c'est génial, on va faire des claviers avec des électrets, ils vont être pas chers, ils vont être meilleurs que ce qui se fait. On a pris des brevets là-dessus, et j'ai trouvé un partenaire industriel. Donc on a commencé à fabriquer avec lui des claviers à électrets, et il était très content. La relation se passait extrêmement bien. Et j'allais de temps en temps à l'usine pour voir les problèmes qu'il rencontrait. Et un jour, il me raccompagne à ma voiture et il me dit, vraiment, on est très content de travailler avec vous. Et il me dit en riant, votre clavier est super, et ce serait encore mieux s'il n'y avait même pas d'électret. Et puis on rit tous les deux de la bonne blague qu'il vient de faire, puisque je lui ai vendu un brevet sur un clavier à électret. Et il me dit, ce serait encore mieux s'il n'y avait pas d'électret. Ben, s'il n'y avait pas d'électret, je ne serais pas là. Et je suis dans ma voiture pour retourner à l'école, et je réfléchis, je me dis, mais il a raison. Pourquoi est-ce qu'on a mis un électret là-dedans? Parce qu'on a travaillé sur les électrets longtemps, qu'on est obnubilé par les électrets. Maintenant qu'on a compris le problème des claviers, on va faire un clavier beaucoup plus simple encore, sans électret. J'appelle mon étudiant avec lequel on travaillait, je lui dis, mais pourquoi on met un électret?
En quelques jours, on fait un clavier sans électret, on le brevette. Et puis, il y avait des problèmes de contact, de fausses informations, etc. On reprend un troisième brevet. Il y avait encore des problèmes. Et c'est le quatrième brevet qui a été le gros succès. Et c'est avec ce quatrième brevet que notre partenaire a fourni les premiers IBM PC. C'était des machines un peu, certains d'entre vous ont encore en mémoire cette machine un peu grosse, les PC avec un clavier assez gros aussi. Et donc, pourquoi je vous raconte cette histoire? Si un service valorisation avait pris mon brevet clavier à électret, il aurait trouvé le partenaire industriel qui aurait fabriqué le clavier. Et quelques mois plus tard, quelqu'un se serait dit « mais pourquoi on met un électret là-dedans ?» Et il aurait fait un clavier aussi bon, voire meilleur, parce que l'électret avait quand même quelques faiblesses, et moins cher, par définition, puisque c'était le même avec une pièce en moins. Et vous voyez que si ce qui a fait le succès dans cette aventure, c'est le fait qu'on a accompagné, les chercheurs ont accompagné le processus, et ne l'ont pas confié à des gens qui ont développé ça à leur place. Donc, troisième voie de valorisation. Donc, vous comprenez que la structure valorisation de PSL aura l'ambition de respecter le chercheur. Quatrième voie de valorisation, bien sûr, la création de start-up. On disait en préambule, la France a une excellente recherche, elle a très peu de start-up qui sont créées et encore moins de start-up qui réussissent. Alors, on peut se poser la question, pourquoi des chercheurs brillants dans des laboratoires en moyenne bien équipés, en tout cas les bons laboratoires en moyenne n'ont pas de problème majeur d'équipement, pourquoi est-ce que des bons chercheurs et des laboratoires bien équipés produisent aussi peu de start-up? Donc j'ai analysé ça, je ne suis pas le seul, mais j'ai peut-être des réponses différentes des autres. Parce que j'ai vécu ce processus moi-même plusieurs fois, et j'ai encouragé pas mal de chercheurs de l'école à le mener. Et donc, quels sont les problèmes? D'abord, des problèmes réglementaires, qui petit à petit sont en train d'être résolus par la loi, des problèmes réglementaires qui empêchaient un chercheur d'avoir plus qu'un niveau ridicule d'action de la société qu'il crée. Bon, ça, on voit bien que ça nous dépasse, c'est la loi. La loi a évolué au cours des années, que ce soit sous des gouvernements de gauche que de droite, ce n'était pas un problème politique, c'était un problème d'efficacité. Donc maintenant, les chercheurs ont eu l'autorisation de prendre des parts qui ne sont plus totalement ridicules. Deuxième chose qui était extrêmement difficile, c'était être dans un conseil d'administration. C'était impossible pour un chercheur. Pour vous dire comme c'était impossible, quand Pierre-Gilles Degène a eu le prix Nobel, l'Air Liquide, pour ne pas les nommer, lui ont demandé de rentrer au conseil d'administration. Ce qui n'était pas idiot. Il y a des banquiers, pourquoi pas des scientifiques. Eh bien, Pierre-Gilles m'a dit, est-ce que tu peux t'en occuper? J'étais directeur scientifique de l'école à l'époque et ça semblait être une tâche aisée. Eh bien, il a fallu que je remonte jusqu'au Premier ministre pour avoir l'autorisation pour Degène d'entrer au conseil d'administration. Donc, vous voyez qu'on était dans un système de fous. Un banquier pouvait être dans un conseil d'administration, un grand scientifique ne pouvait pas être dans un conseil d'administration d'une société technologique. Donc vous voyez qu'on venait d'extrêmement loin. Alors, un certain nombre d'entre nous ont beaucoup ramé pour faire évoluer la loi, et les grandes évolutions ont commencé avec François Daubert, qui était ministre de la Recherche, qui a préparé la loi sur l'innovation, qui était une révolution. Et puis il y a eu une dissolution de l'Assemblée qui a peut-être été mal choisie par Jacques Chirac, puisque après une élection qui était censée être gagnée d'avance, la gauche est passée et c'est Allègre, Claude Allègre qui est devenu ministre de la Recherche. Et Claude Allègre a eu l'intelligence, et il en a eu d'autres, de reprendre la loi Daubert, le projet de loi Daubert, et de l'améliorer. Et donc cette loi qui est
qu'en vérité on devrait appeler la loi d'Aubert-Allègre, est devenue connue sous le nom de la loi Allègre, et donc elle débloquait ces situations qui auparavant figeaient totalement le système. Un scientifique ne pouvait pas légalement. Alors, est-ce qu'il ne faisait pas? Que faisait-on chez nous, à l'ESPCI? Quand un scientifique venait nous voir, Eugène et moi, en disant « j'ai envie de créer une boîte, est-ce que j'ai le droit ?» On lui disait « oui, vous avez le droit ». Il était content, il partait, il avait l'autorisation de ses directeurs. On n'avait absolument pas le droit de lui dire ça, puisqu'on n'avait pas le pouvoir de déroger à la loi. Mais quel était notre raisonnement? La probabilité d'un échec dans une start-up n'est pas négligeable, malheureusement. Donc, si sa boîte ne marche pas, ça n'aura pas été très grave. Et puis, si elle marche, par bonheur, on tâchera de régulariser tout ça légalement. Donc, on a eu une approche extrêmement pragmatique. On était devenus, à l'ESPCI, des experts du contournement de la loi. C'est un vrai sport. Donc vous voyez, la loi a évolué et petit à petit, elle est devenue praticable. Et donc, on a de moins en moins d'excuses de ne pas réussir. Donc j'ai évacué les problèmes réglementaires. Quels sont les autres problèmes? Les autres problèmes, la loi a prévu un chercheur d'un organisme qui souhaite créer une start-up peut obtenir une licence de ses brevets déposés au nom de l'organisme. C'est la loi. Donc le chercheur demande à l'organisme une licence. Temps moyen de réponse, je ne parle pas théorique, pratique, parce que j'ai vu mes chercheurs. 3 mois à 3 ans. Donc, doit-on dire d'un chercheur qui attend 2 ans qu'il n'est pas courageux s'il laisse tomber? Non. Il est courageux, mais il en a marre. Il veut travailler. Donc, vous voyez, quand on dit les chercheurs ne sont pas courageux, ils n'osent pas créer des startups, attention aux conditions qu'on leur met. Ne leur mettons pas des conditions pareilles. Ça veut dire il faut rapidement établir un contrat, soit de cession, soit de concession de licence. Alors, on arrive à un nouveau problème. Très souvent, les responsables valorisation qui veulent montrer à leur institution comme ils sont bons, vont faire payer un cash à la société créée, puis des royalties. Faire payer un cash à une start-up, c'est absolument à proscrire. Une start-up, par définition, n'a pas d'argent. Quelques particuliers ont investi dans la société. Il faut surtout qu'ils utilisent leur cash pour développer la société et non pas pour payer un établissement pour lequel ce sera une goutte d'eau dans son budget. Et donc on va pénaliser d'entrée de jeu une société qui tente de se lancer en lui mettant un cash. Donc, en tout cas, proscrire le cash. Alors, les gens ont dit, ok, on va pas faire payer un cash, d'accord, vous avez raison, on va faire payer une royalty, comme ça, c'est gagnant-gagnant. Si la société réussit, elle va générer du chiffre d'affaires et elle va nous payer des royalties. Eh bien, ce n'est pas du tout satisfaisant. Pourquoi? Parce que si la royalty, même si elle est faible, prenons une royalty de 2,5%, qui est raisonnable dans beaucoup de cas, parfois un peu élevé, mais raisonnable, qui semble raisonnable. Vous dites, c'est génial, je n'ai pas fait payer de cash à la société, je lui fais une royalty de 2,5% sur les succès. Vraiment, on joue le long terme, pas du tout. Parce que le jour où la société, donc faisons l'hypothèse qu'elle réussit, si elle coule, le problème ne se pose pas. Si la société réussit, ça veut dire qu'elle va avoir besoin de financement pour recruter des gens, pour acheter des machines, pour investir dans le futur. Et comment va-t-elle obtenir ça? Elle va l'obtenir
soit en faisant rentrer des investisseurs, soit en rentrant en bourse. Voilà les deux manières de financer une entreprise. Et que vont regarder les analystes? Ils vont regarder la rentabilité prévisionnelle de la société sur les années qui viennent. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous ont eu la curiosité de regarder un bilan et un compte de résultats. Prenons de toutes les sociétés cotées en bourse. Regardez le dernier chiffre du compte de résultats, c'est le résultat net. Rapportez-le à la première ligne qui est le chiffre d'affaires. Quand vous avez une société qui fait 5% de résultat net rapporté au chiffre d'affaires, c'est une super bonne société. Et dans le CAC 40, vous n'allez pas en trouver beaucoup. Imaginez que vous mettez maintenant une royalty de 2,5% sur la première ligne, ça veut dire que la dernière tombe à 2,5%. Vous avez divisé la valeur de la société par 2. Pour les investisseurs, la société vaut 2 fois moins. Dans une entrée en bourse, elle vaut 2 fois moins. Et donc, pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que les gens ne réalisent pas, les chercheurs, souvent, lorsqu'ils négocient avec leur organisme, les conséquences néfastes qu'une royalty peut avoir sur le déroulé de la construction de sa société. Alors, ça a quand même un bon côté, j'y reviendrai, parce qu'il faut trouver des solutions, et il y en a pour qu'on pense ça. Le bon côté, c'est que l'organisme, de par la loi, reverse à ses chercheurs inventeurs une partie de la royalty qu'ils touchent. Donc vous voyez que sur ces 2,5% que perçoit l'organisme au détriment de la société, n'ayant pas d'autres mots, pour les chercheurs inventeurs du brevet ou des brevets concédés, c'est le moyen d'être rémunéré en tant qu'inventeur. Donc, vous voyez que j'essaye d'être objectif. Le mauvais côté, ça pénalise la société. Le bon côté, ça récompense, entre guillemets, les chercheurs parce qu'ils vont percevoir un pourcentage de ce que leur établissement employeur reçoit. Donc voilà un peu le paysage aujourd'hui. Alors, avant d'aborder les solutions proposées, juste quelques chiffres pour vous montrer pourquoi j'ai des convictions fortes. L'École centrale, récemment, il y a moins de 6 mois, a fait un indicateur, qui est un indicateur assez intéressant, qui est le chiffre d'affaires cumulé des startups, cumulé sur 10 ans, des startups créées pendant les 15 dernières années. Donc c'est assez astucieux de faire un chiffre d'affaires cumulé parce que ça évite le pic d'un truc Internet qui, une année, marche à fond, puis qui après ne marche plus. Donc l'intégrale sur 10 ans, vous voyez que ça lisse les pointes. Et donc l'École centrale a fait cet exercice et ils ont publié donc, le chiffre de 96 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Donc j'ai eu la curiosité de le faire à l'école chez nous et j'ai identifié donc un certain nombre de sociétés que je connais, c'est les miennes puis d'autres. Actuellement, et puis je me suis arrêté parce que je ne voulais pas perdre de temps à chercher, je suis en chiffre d'affaires cumulé sur les sociétés de l'école à 1,4 milliard. Donc vous voyez, 1,4 milliard, c'est de la vraie activité industrielle, c'est du vrai chiffre d'affaires, ce sont de vrais emplois. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que finalement tout le monde ne devrait pas, comme on le fait, contourner les lois? Puisque ça se traduit par du bien public. Des entreprises qui gagnent, qui payent des impôts, des salaires. Et donc, voilà les... Ayant fait cette enquête, donc ça m'a confirmé que notre modèle n'était pas un mauvais modèle, et je ne dis pas qu'il est parfait. Et donc, c'est sur la base de toutes ces expériences qu'on a décidé, d'abord à l'ESPCI, et j'espère qu'on va construire la même chose à PSL, et on va vous faire participer à cette construction. Qu'est-ce qu'on a créé? On a créé il y a 1 an une structure à l'ESPCI qui peut-être un jour fusionnera à l'intérieur de PSL, qui s'appelle le Fonds Charpak. Donc,
j'ai pris la présidence, ce fonds est un fonds de dotation. C'est-à-dire, ce n'est pas un fonds financier. Alors, il y a des gens qui me disent, je voudrais investir dans votre fonds. Malheureusement, je ne peux pas. C'est un fonds de mécénat. Donc, j'ai un certain nombre de mécènes qui ont compris mon message et qui m'ont dit, voilà, on va vous donner de l'argent, soit pour réaliser votre politique, soit dans certains cas pour soutenir des laboratoires. Bon, ça, c'est plus traditionnel. Que fait ce fonds ? C'est lui qui est chargé désormais par le SPCI. Le SPCI, désormais, se considère comme l'établissement hébergeur et en tant qu'hébergeur, a indiqué aux organismes avec lesquels on est associé que c'est nous qui assurerions la gestion de la valorisation, en essayant, bien entendu, de préserver de la manière la plus équitable possible nos partenaires. Et le SPCI a délégué au fonds Charpak cette responsabilité. Donc on est dans une structure maintenant de droit privé, je dirais, qui est le fonds Charpak. Quelle est notre politique ? Sur le plan des brevets, un chercheur de l'école nous soumet une idée d'invention en nous demandant « Est-ce que vous pouvez déposer ce brevet ?» On essaye de lui donner la réponse en une semaine, voire 2. On prend ou on ne prend pas. Alors, si on dit on ne prend pas, le chercheur est déçu, il nous dit mais pourquoi ? Donc on discute, on essaye de comprendre. Il y a des cas, peut-être, on va être convaincu. On fera sans doute des erreurs, bien entendu. On va louper des bons brevets, peut-être, et peut-être qu'on en prendra beaucoup qui ne servent à rien. Mais on ne veut pas créer vis-à-vis du chercheur un blocage psychologique où il se dit c'est trop long, je laisse tomber, je ne le fais pas. Donc, capacité de réagir vite sur les problèmes de brevets. Et comment je finance ces brevets, puisque pendant un certain temps, bien entendu, il n'y a pas de recette, grâce au mécénat. Donc pour le moment, vous voyez, je n'ai aucune subvention publique, c'est dans ce fonds Charpak. Ça, c'est pour l'aspect brevet. Bien entendu, si on prend un brevet et qu'il y a des retombées, les chercheurs bénéficieront des retombées dans le cadre de la loi, avec les pourcentages prévus par les textes de loi, donc vous les connaissez tous, 50% jusqu'au salaire annuel, et puis ensuite 25%, donc c'est extrêmement généreux. C'est ça qui est extraordinaire, la loi française est fabuleusement généreuse pour les chercheurs. Et donc, ça excuse encore moins qu'on ait aussi peu de résultats. Vous voyez que le chercheur qui a un brevet qui réussit, et qui est payé par son organisme, je ne parle pas à l'ESPCI, c'est fabuleux, il n'a pris aucun risque financier, et il va toucher 50% des recettes au départ, déduction faite des frais de dépôt de brevet et autres. C'est extrêmement généreux. Il n'y a pas un industriel qui a une politique aussi généreuse. Et vous comprenez pourquoi j'ai beaucoup insisté sur les blocages réglementaires, psychologiques et autres. On est en plein là-dedans. Donc le fonds Charpak va faire ça. Si maintenant le chercheur nous dit « Ok, moi je veux prendre le brevet moi-même, à l'ESPCI c'est possible », on lui dit « D'accord ». Et non seulement on lui dit « D'accord », mais s'il n'a pas l'argent pour déposer le brevet, le fonds Charpak va lui payer son premier dépôt en France, à fonds perdu. Alors vous allez me dire, à fonds perdu, parce que ce n'est pas à fonds perdu, on lui apprend le système, et c'est la collectivité qui va gagner. Ne restons pas dans le cadre étroit, qu'est-ce qui est bon pour le fonds, qu'est-ce qui n'est pas bon pour le fonds. S'il a appris le système des brevets par le premier brevet qui ne lui a rien coûté, eh bien c'est tant mieux, parce que ça va lui donner envie peut-être de recommencer en beaucoup mieux. Moi, quand je regarde mes 3 premiers brevets, ils étaient nuls. Mais n'empêche que j'ai appris. Donc vous voyez, ça va être sur le plan des brevets, la politique. Alors je vous décris un schéma général, vous réalisez qu'il va être
il est plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que vous savez comme moi que dans les laboratoires, il y a des chercheurs CNRS, il y a des chercheurs INSERM, il y a des chercheurs de l'université, il y a des chercheurs machin. Bon, le fonds Charpak doit respecter complètement les droits des différents intervenants. Ça, c'est facile. Mais les inventeurs, du coup, vous avez des inventeurs dont l'employeur est le CNRS, l'INSERM ou l'université, d'autres pour lesquels c'est l'école, le SPCI. Et donc, vous voyez qu'on va se trouver avec des combinaisons extrêmement variées. Donc, quand la ville de Paris, qui m'a confié la mission de mettre en place le fonds Charpak, m'a dit « vous allez faire un règlement », je leur ai dit « non, je ne vais pas faire un règlement, justement, je me bats contre les règlements. Je n'arrête pas de dire notre système est complètement handicapé parce qu'on a trop de règlements. » Alors ils m'ont dit « mais comment vous allez fonctionner ?» Je dis « on va prendre des règles très simples et chaque fois qu'un cas particulier apparaît, et il y en a sans arrêt, on va le résoudre. Et de cette manière, on va avoir un système pratique. Au lieu d'imaginer une usine à gaz, eau, électricité et court-circuit, dans laquelle on va anticiper des problèmes qui peut-être ne se produiront jamais, mais on résoudra là des problèmes qui se posent au cas par cas. Donc vous voyez, voilà un peu notre politique brevet. Je pourrais, si vous voulez, répondre à vos questions, parce que en quelques mois de fonctionnement, on a déjà rencontré beaucoup de cas particuliers et on les résout au cas par cas. Bon. Maintenant, au niveau des startups. Au niveau des startups, vous avez compris qu'on a la conviction que les startups sont un moteur fabuleux de développement économique. Je veux dire, il n'y a qu'à voir Israël. Israël est un tout petit pays qui a un nombre de startups phénoménal, qui a plus de startups cotées au Nasdaq que toute l'Europe. Donc, et qui, depuis, je sais plus, 2-3 ans, a plus d'exportations liées à la high-tech qu'au diamant. Donc, il y a eu le croisement des deux courbes. Donc, la haute technologie, qu'elle soit en électronique, informatique, biotech, elle est porteuse d'emplois et elle est porteuse d'avenir. Donc, tout ce qu'on peut faire pour encourager les startups à se développer, c'est bénéfique pour la collectivité. Après tout, c'est la collectivité qui nous a payés, nous chercheurs, pendant des années, qui nous paye. Et donc, il n'est pas anormal qu'on rende à la collectivité quelque chose sur le plan de l'économie et de l'emploi. Donc, quelle est la politique qu'on a adoptée pour les startups, sauf cas particuliers, bien sûr, il y a toujours des cas particuliers là-dedans, c'est qu'un chercheur d'un laboratoire qui voudra créer sa startup, il aura une licence, voire le transfert de ses brevets gratuitement, sans cash, sans royalty. Il aura le droit d'utiliser les moyens du laboratoire où il est hébergé. Et vous voyez qu'en faisant ça, on lui donne toutes les chances de succès. On ne lui met aucune corde au pied. Et qu'est-ce qu'on lui demande en contrepartie de ça? De nous donner 5% de son capital. Et vous voyez que c'est une politique long terme, c'est une politique gagnant-gagnant. Soit son entreprise coule. Bon, ben ça arrive, évidemment ça arrive dans les startups. Et dans ce cas-là, ben, on a perdu, on n'a pas touché de cash, on n'a rien touché, mais c'est pas grave. Soit il réussit, et on se trouve avec des actions d'une société qui un jour vaudront beaucoup. Alors j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de discuter de ces sujets avec la patronne de la valorisation à Stanford, Cathy Koo, qui est une femme remarquable, et elle m'a dit avec un grand sourire, vous savez, les licences de nos brevets, certes, ont rapporté un peu, mais c'était pas grand-chose à côté des actions Google qu'on avait reçues. Bon, d'accord, il n'y a pas tous les jours un Google qui sort. Mais je veux dire par là que pour l'établissement, c'est un moyen de récupérer sur long terme, parce que là, on est vraiment dans une stratégie gagnant-gagnant. En plus, lorsqu'on donne des licences ou lorsqu'on crée des startups, il ne faut pas se faire d'illusions. L'entreprise, dans sa croissance, a besoin d'un soutien scientifique et technique.
Et où est-ce qu'elle le trouve? Ben, elle le trouve dans l'école. Et donc, elle donne des contrats de recherche. Et donc, certes, on n'a pas touché de royalties, on n'a pas touché de cash, ok, mais l'école a touché au total des revenus de contrats de recherche qui peuvent être extrêmement importants. Alors, je vous citais en début, Paul Langevin. Paul Langevin, il a découvert le sonar. Il a pris des brevets. Mettons que la famille Langevin a eu des revenus, grosso modo, jusqu'en 1950. Il y a eu plein de brevets. Il a pris plein de brevets. Ils sont tous tombés dans le domaine public dans les années 50. Ça veut dire qu'à partir des années 50, la famille Langevin n'a plus rien touché. Eh bien, l'école a eu des contrats de recherche dans ce domaine encore pratiquement jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire 50 ans après la fin des brevets Langevin, on a créé une filière de qualité dont sont issus des laboratoires en plus de grande qualité. Le laboratoire Ondée Acoustique, qui a donné naissance à l'Institut Langevin, est le descendant, au fond, de ces travaux qui ont été menés depuis les travaux de Langevin. Donc vous voyez, quand on me dit de manière étroite, c'est vous qui payez les chercheurs, et comment vous leur laissez la liberté, vous leur faites pas payer de royalties, vous leur faites pas payer de cash, mais je leur dis, mais on a reçu beaucoup plus que ce qu'on aurait reçu sous forme de cash ou de royalties. Par contre, on a donné à la société toutes les chances de succès. Voilà un peu comment ça fonctionne dans la structure qu'on a développée à l'école. On a d'ailleurs en préparation des accords avec des grands établissements de recherche qui nous soutiennent. Et donc, j'ai espoir, et il y a beaucoup d'intérêt pour ce nouveau modèle, qui est un peu révolutionnaire dans le système français, et j'ai beaucoup d'espoir qu'il va passer. Eh bien, vous comprenez facilement qu'avec les convictions que avec lesquelles je vous ai présenté ça, c'est exactement ce modèle qu'on va essayer de monter à PSL. Un système léger, une équipe extrêmement réduite, je vous en parlerai dans un instant, puisque je vous donnerai la personne à contacter comme intermédiaire de l'opération. Une structure très légère, aucune obligation, les chercheurs sont libres, retrouvez le mot-clé, liberté. S'ils veulent continuer à passer par leur filière habituelle, on n'a aucun obstacle. Ce sera à nous, par le bouche à oreille, de les convaincre on sera peut-être plus réactif, plus efficace. Mais à eux de décider. Vous voyez, donc, un système extrêmement souple. Alors, dans PSL, on a un niveau de complexité en plus, qui est que les chercheurs dépendent d'établissements. Ça va être l'école normale, ça va être X, Y, Z, le Collège de France, etc. Donc vous voyez qu'on a un étage de plus, ça veut dire qu'on devra se mettre d'accord avec les établissements. Est-ce qu'ils souhaitent agir en tant qu'hébergeurs, eux, ou est-ce qu'ils délèguent, comme l'a fait le SPCI vis-à-vis du fonds Charpak, est-ce qu'ils délèguent la responsabilité de la valorisation pour leur établissement à la cellule valorisation de PSL? Voilà un peu, vous voyez, comment les choses vont se faire. Si un établissement dit non, je veux pas, aujourd'hui, par exemple, l'Institut Curie, qui a sa propre structure de valorisation, dit pour le moment, nous, on reste dans notre structure. Bon, ben, il n'y a pas de problème. Par contre, un établissement qui n'a pas une bonne expérience de valorisation, ou pour qui ce n'est pas un élément fort, va dire, ben, ok, prenez la valorisation pour moi. Donc vous voyez un peu comment le système va fonctionner. Alors, les interlocuteurs, Laurent Mallet, qui était à l'Observatoire, a rejoint la cellule valorisation de PSL, et donc c'est lui qui recevra
les propositions de brevets, qui recevra les chercheurs, et après une préanalyse assez rapide des dossiers, eh bien, on décidera rapidement, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Si on y va, eh bien, qu'est-ce qu'on fera? On prendra en charge la procédure de sélection d'un cabinet de brevet associé à l'invention proposée. On n'a pas l'intention de faire une structure lourde au départ, c'est-à-dire il n'y a pas de conseil en brevet d'invention à l'intérieur de notre structure. On utilisera les services de cabinet extérieur. Pourquoi? Parce que dans la diversité des sujets, on s'adressera pour un sujet donné au cabinet qui nous semble le plus compétent et au meilleur prix dans une catégorie donnée. Donc on prendra en charge le contact avec le cabinet. Bien entendu, le chercheur sera impliqué, parce que vous avez compris que je tiens beaucoup à ce que le chercheur soit impliqué dans la procédure, dans tout le processus. Et on préviendra immédiatement les établissements partenaires, CNRS, INSERM, etc., qu'on est en train de déposer un brevet, souhaite-t-il être ou pas copropriétaire, de la même manière que le CNRS, INSERM ou autre, nous écrit quand c'est eux qui déposent une demande de brevet en nous demandant « souhaitez-vous être copropriétaire ?» Vous voyez, donc un système extrêmement simple, extrêmement souple, qu'on sera forcément amené à faire progresser ensemble, parce que je vous ai dit qu'à l'ESPCI, j'avais rencontré beaucoup de cas particuliers. À l'intérieur de PSL, vous rajoutez une puissance, parce qu'il y a une couche supplémentaire, et vous voyez que ça va se traduire par un niveau de complexité plus grand. Bon ben, ne faisons pas de grandes théories et de grands modèles pour lesquels, dans la plupart des cas, ça ne s'appliquera pas. Faisons un modèle simple, comme je vous l'ai décrit, et essayons de le résoudre, de résoudre les problèmes au fur et à mesure où ils se poseront. Voilà un peu la politique qu'on souhaite mener. Merci pour votre attention et j'espère qu'il y aura beaucoup de brevets, beaucoup de start-up créées à l'intérieur de PSL. Je répète ce que j'ai dit tout au début, PSL a une capacité intellectuelle exceptionnelle, non seulement au niveau français, mais au niveau international. Et il serait vraiment dommage qu'on ne transforme pas cette capacité intellectuelle fabuleuse en une source d'entreprise, une source de richesse pour la collectivité. Voilà mon souhait le plus cher. Merci. Alors, je suis prêt à répondre à des questions. Peut-être vous en avez, peut-être tout est clair. Alors, on commence. Il y a eu une première question là, puis là. Oui, bonjour, je suis Edith Buzer, je suis chargée de valorisation de la recherche à l'Université Paris-Dauphine. Juste une petite question pratique. Est-ce que le fonds Charpak pourra également financer de la maturation? Parce qu'on a parlé des dépôts de brevets, qui peuvent en effet représenter un budget important. Est-ce que ce fonds permettra éventuellement de financer de la maturation, notamment parce que je pense que la force en effet de PSL, vous l'avez rappelé, c'est la variété des disciplines. Je pense que l'interdisciplinarité, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de laboratoires en sciences humaines et sociales. Absolument. Absolument. Sur lequel il peut y avoir des projets de transfert. Absolument. Pour être, en tant que responsable de la commission SHS du réseau Curie, je tiens à vous informer, vous en êtes sûrement au courant, qu'on a quand même en France, pour l'instant, répertorié une trentaine de projets de transfert en sciences humaines et sociales qui nécessitent parfois du budget important en maturation. Beaucoup ont été financés dans le cadre des DMTT. Et donc, ça m'amène à la deuxième question, qui était de savoir quelle articulation de PSL avec les deux SAT franciliennes. Alors, en ce qui concerne la première question, pour le moment, malheureusement, le fonds n'a pas encore suffisamment d'argent. Il a eu de bons succès au cours de l'année écoulée. On a reçu des sommes significatives. Je ne veux pas dire les montants parce que les petits donateurs vont se sentir inutiles, ce qui n'est jamais le cas. Et les grands donateurs vont sentir qu'ils donnent trop. Donc,
Je ne souhaite pas donner le chiffre qu'on a reçu au cours de l'année écoulée, mais c'est un chiffre très, très significatif. Néanmoins, pour le moment, on n'a pas prévu d'accompagner par des financements de développement de prototypes ou autres. On considère que les laboratoires ont des équipements, ont des infrastructures qui très souvent permettent de le faire, au moins dans la phase initiale. Et donc, ils peuvent avoir des soutiens des organismes traditionnels. Alors, si... moi, je suis d'accord avec vous. Alors, votre question, quand même, est tout à fait sensée, parce que lorsque le maire de Paris m'a demandé de prendre la présidence de ce fonds, qu'il souhaitait créer parce qu'il trouvait que notre modèle était particulièrement original et efficace, et il avait envie de le développer. Dans les objectifs que j'ai mis soutien à la maturation ou au financement de laboratoires pour des projets pour lesquels il faut aller vite et qu'on n'a pas le temps d'attendre des financements publics ou européens. Donc j'avais anticipé ça, mais je dois dire aujourd'hui, pour le moment, je garde l'argent pour les brevets et les start-up. Alors, en ce qui concerne votre deuxième question, les articulations avec les SAT, les deux SAT parisiennes, je dirais que là encore, on est dans un système très libre, c'est-à-dire si un chercheur nous dit « moi je veux passer par la SAT », eh ben, pas de problème. Parce qu'en fait, j'avais entendu dire que le ministère souhaitait qu'il y ait un contrat d'exclusivité entre l'IDEX et les SAT, et qu'on était un peu tenu à s'engager vis-à-vis de la SAT Lutech ou de la SAT Île-de-France Innove, ce que je ne trouvais pas forcément pertinent, compte tenu du fait que dans PSL... Alors, Monique, peut-être, va dire un mot là-dessus. C'est un... Sans grand espoir, de donner quelques précisions sur une situation, comme vous le savez, très mouvante, puisque vous avez sans doute entendu dire aussi que notre ministre avait adressé une lettre au président d'université, leur signalant que tout était remis à plat en matière d'existence des sociétés et d'accélération des transferts technologiques. Donc c'est ce que signifie SAT. Vous avez eu connaissance aussi de la réponse des présidents d'université. Les choses sont à l'étude. Aujourd'hui, notre attitude se caractérise même pas par la prudence, mais par des considérations très pragmatiques. On va voir ce que ça donne avant de se positionner plus clairement. Dès le début de la négociation avec la SAT Lutech, nous avons clairement annoncé la couleur, pas d'exclusivité. Nous ne voulons pas être prisonniers d'un système de valorisation avec lequel, une fois qu'il sera mis en œuvre, nous ne serions pas en phase. PSL se caractérise par la réactivité, la simplicité, le service aux chercheurs et la possibilité pour le chercheur de savoir à tout instant où en est la valorisation de son invention. Ça, c'est quelque chose de très clair. Nous ne voulons pas être dépossédés de possibles innovations technologiques en ayant à passer par toutes sortes d'intermédiaires. Donc pas d'exclusivité tant que nous n'avons pas vu comment ça fonctionnait. Si ça fonctionne optimalement selon nos exigences, pourquoi pas, mais pas préalable. Voilà, bon, eh bien, on a commencé à discuter sur cette base et puis les choses n'ont pas pu être conclues. Donc c'est encore à l'étude. Nous sommes observateurs. Alors si tous les financements des SAT avaient été figés et qu'il n'y avait plus d'argent public pour la valorisation, ça aurait été très embêtant pour nous puisque nous aurions passé le tour. Mais c'est pas du tout ce qui se profile. Mais franchement, absolument pas. Nous avons toujours dit à la SAT Lutech et à la SAT France Innove que nous entrerions dans le jeu dès que nous aurons un nombre d'assurances que ça convient à ce dont nous avons besoin. Pas la peine de déléguer notre valo à quelque chose qui ne fonctionne pas selon ce que nous voulons, les principes que nous voulons. Donc nous en sommes là pour l'instant. Les SAT ont eu un financement d'amorçage, mais rien de plus. Ce que nous avons identifié dans l'étude que nous avons faite, c'est que pour la maturation, justement, la première question que vous posiez à Jacques, pour la maturation, ce serait extrêmement utile d'avoir les SAT, et ça, nous avons un accord avec eux que la maturation de certains projets passerait par eux, parce que ça c'est coûteux, nous n'avons pas les moyens de le faire. Mais pour l'instant, ça ne va pas plus loin, mais encore, le jeu est extrêmement mouvant et tout est ouvert. Éric Pérez, laboratoire de physique statistique à l'ENS. J'ai une question assez simple. Est-ce que
un chercheur, par exemple CNRS, a le choix entre de l'organisme ou de la tutelle à qui il s'adressera pour créer sa start-up? Oui, parce qu'il est à l'intérieur d'un laboratoire hébergé à l'école normale. Oui. Donc, soit il passe par son employeur, le CNRS, soit il passe dans le cadre de la loi de l'hébergeur, par l'hébergeur. Et l'hébergeur peut décider de déléguer la valorisation à la structure PSL. Alors, évidemment, tout ce que nous faisons en phase avec le CNRS. Hein. La Fuchs est parfaitement au courant. Bon, ce ne sont pas les usages jusqu'à présent, mais c'est une discussion que nous avons, ainsi qu'avec le nouveau directeur du service Valo ou du CNRS. Tout n'est pas figé encore, parce que, évidemment, le modèle qu'on propose est quand même un peu révolutionnaire. Mais après tout, pour une structure comme PSL, c'est normal d'être innovant et révolutionnaire dans un système. Une deuxième question rapide. J'ai déjà entendu dire par des hauts responsables d'université que les brevets, c'est quelque chose qui coûte et les licences, c'est quelque chose qui rapporte. Alors, comment on met le curseur? Comment on fait? C'est une question très naïve, mais bon, je n'ai pas trop la réponse. Ah, ça, c'est vraiment le grand problème pour décider qu'on prend ou pas un brevet. Vous voyez, une demande de brevet, au départ, ne coûte pas très cher. Dans la phase, vous savez qu'on dépose un brevet d'abord dans un pays ou dans l'Europe, enfin, et ça donne une priorité de 12 mois dans le monde entier. Alors, tant qu'on est dans la première année, les dépenses sont raisonnables. Par contre, lorsqu'on doit procéder aux extensions internationales, les coûts augmentent fortement. Comme ce délai d'1 an, qu'on appelle le délai prioritaire, maintenant est devenu court. Il y a un siècle, à peu près, c'était acceptable. Maintenant, 1 an, c'est très très dur de savoir si l'invention a un intérêt économique ou pas. Donc, on a modifié les lois internationales. Il y a eu une convention internationale qui a créé un nouvel instrument qu'on appelle le PCT, qui permet d'acheter 18 mois. C'est un instrument qui, ce n'est pas un titre de propriété, mais on achète 18 mois. Ce qui fait qu'on a 30 mois avant d'arriver aux grosses dépenses. Et donc là, au bout des 30 mois, 30, 31 selon les pays, là, on arrive dans le dur. Parce que soit on prend 1 ou 2 pays, soit on en prend 10, et vous voyez que le coût explose, parce que le prix par pays ne va pas être très différent. Bien sûr, un pays comme la Corée va être beaucoup plus cher qu'un pays comme la Belgique, parce qu'en Belgique, on ne va pas avoir de traduction, en Corée, on va avoir des frais de traduction, mais on a un coût moyen qui est quand même pas négligeable. Donc, le prix d'une famille de brevets peut être significatif, mais d'autant plus que le chercheur, d'accord, il a fait sa demande de brevet. Et puis, 3 mois plus tard, il arrive, il dit « Mais j'ai été débile, j'aurais dû ajouter ça dans mon brevet. » Donc, on va prendre un second brevet. C'est l'histoire de mon clavier avec électret, sans électret, sans électret, sans électret. Et donc, peut-être que pour une invention, on va se retrouver avec 4, 5 brevets qui vont chacun donner naissance à une famille. Et donc, vous voyez que les dépenses peuvent exploser. Alors, quand vous décidez de lancer l'aventure, c'est très très dur, vous n'êtes pas sûr que ça va se rentabiliser. Alors il y a des domaines où la rentabilisation peut être assez rapide, parce qu'on est sur une industrie où on voit l'exemple du clavier. Vous voyez, si vous avez un prototype de clavier qui est moins cher que les autres et qui est fiable, c'est toujours le problème, vous allez vite trouver un industriel. Maintenant, si vous avez un nouveau marqueur biologique et que vous devez le conjuguer avec telle ou telle macromolécule pour faire un attachement avec telle ou telle structure, ça va nécessiter des essais. Et je ne parle pas même, alors si c'est un marqueur in vivo, alors là, n'en parlons plus. Vous allez avoir des délais énormes avant d'avoir une idée de la rentabilité potentielle de l'invention. Oui, donc c'est très, malheureusement, ça c'est la partie très difficile où il faut vite décider, alors un peu au nez, un peu en se renseignant, est-ce que ça vaut le coup ou pas.
Alors les revenus, ça dépend du sujet. Bodenhausen, professeur de chimie à l'école normale. Vous aviez parlé avec raison de l'importance d'être souple et d'être rapide. Et vous aviez cité un peu par dérision, je crois, l'idée que parfois ça dure entre 3 mois et 3 ans. Et vous avez raison aussi de dire qu'on ne peut pas publier un résultat jusqu'à ce que le brevet est déposé. Nous sommes tout à fait en phase. Seulement, il y a un problème qui est encore pire, c'est que la plupart d'entre nous visitent des congrès, où nous sommes invités à faire des présentations à des congrès, et une communication orale est nuisible à la nouveauté, entre guillemets. Absolument. Par conséquent, vous êtes en fait interdit de parole. Pendant que le CNRS réfléchit, instruit votre dossier, vous demande de mettre votre numéro de sécurité sociale sur je ne sais combien de dossiers inutiles, pendant ce temps-là, vous êtes en fait muet. Absolument. Et de fait, votre carrière est terminée si vous jouez comme ça. Donc vous avez parfaitement raison de dire qu'il faut le faire vite. Et je pense que 2-3 semaines est à peu près le temps qu'il faut admettre pour la décision, et ensuite peut-être 2-3 semaines pour que le cabinet d'avocat puisse mettre la chose en forme. Et je pense que si ce n'est pas garanti, je crois qu'il n'y aura pas de brevet, tout simplement. Exactement. Disons les choses comme elles sont. Je vous remercie pour votre témoignage qui va 100% dans notre conviction. Alors, juste comme information, une petite information, il arrive qu'un scientifique présente dans un congrès un résultat et qu'il réalise plus tard qu'il a eu tort. Il n'aurait pas dû parce que c'était brevetable et que c'était potentiellement très rentable. Alors juste à titre d'information, il existe un pays qui respecte tellement les inventeurs que c'est accepté, c'est les États-Unis. Donc si par hasard dans vos laboratoires c'est une situation qui arrive, et elle arrive, j'en ai vécu un certain nombre, même moi, qui pourtant ai pris beaucoup de brevets, il m'est arrivé de présenter quelque chose en me disant ça n'a aucun intérêt industriel et de réaliser que non, ça avait beaucoup d'intérêt industriel. Donc il ne faut pas jeter l'éponge. Vous avez aux États-Unis ce qu'on appelle le délai de grâce d'1 an. Vous avez 1 année pour déposer votre invention en revendiquant la date de la publication initiale. C'est donc génial pour sauver une communication hâtive, mais c'est uniquement aux États-Unis. Vous ne pouvez pas l'étendre ailleurs. École normale. Il y a une chose que je n'ai pas bien compris dans ce que tu as dit. Donc, le fonds Charpak donne une réponse en 3 semaines aux chercheurs, oui ou non pour le brevet. Mais ça ne concerne pas les extensions internationales. C'est-à-dire que si je comprends bien, on peut dire oui, et puis quelques mois après, lui dire non pour les extensions pour le financement des extensions internationales. Oui, parce que tu réalises que l'aventure du brevet débute toujours par un brevet national. C'est-à-dire, tu débutes par un brevet en France ou en Angleterre. Maintenant, l'Angleterre baisse les prix pour attirer les clients. Ce que tu veux, c'est déposer dans un pays de l'Union internationale des brevets. Il y a 150 pays maintenant. Si tu déposes un brevet dans n'importe quel pays de l'Union internationale, tu es protégé dans tous les pays pendant 1 an. À l'issue de l'année, tu vas devoir choisir, alors maintenant il y a le PCT, comme je disais, tu gagnes 18 mois. À l'issue donc de tes 12 mois initiaux plus 18 mois, là tu vas devoir choisir. Et là les dépenses arrivent. Alors, on est dans la situation où on peut très bien dire aux chercheurs, au cours des 30 mois écoulés, on a essayé, on ne trouve pas de débouché pour votre invention, on vous la rend, on vous la donne. Donc on vous la donne. Tu n'as pas peur que ça pousse un chercheur CNRS, par exemple, à choisir une autre voie de dépôt, la voie traditionnelle, via le CNRS, où mais ce sera le même problème, ce sera le même problème au CNRS ou ailleurs. Le CNRS ou l'INSERM constamment abandonnent des brevets, sinon ils seraient noyés sous le coup des brevets. Tout à fait vrai. On est même d'ailleurs, on nous demande si on l'abandonne également aux institutions, mais quand même en général, l'extension internationale vers les principaux pays suit une fois que le brevet a été accepté, assez régulièrement. Oui,
Oui, comme c'est les extensions qui coûtent cher, d'ailleurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, plus cher que le dépôt lui-même. C'est les extensions. Effectivement, c'est peut-être... bon, il faut donner peut-être quelques actions. Il faudra un peu préciser ça, à mon avis, pour attirer des gens vers ce système. C'est vraiment comparable à ce que, de ce point de vue, à ce que feront les institutions, à le CNRS. Là, j'ai des exemples dans l'école de laboratoires qui passent encore par le CNRS, mais le CNRS, il leur est arrivé de venir me voir en disant « mais le CNRS ne veut pas faire les extensions à l'étranger, est-ce que vous pouvez m'aider ?» C'est déjà pas très bon signe. Si le CNRS ne veut pas faire les extensions, c'est peut-être qu'il pense que ça n'a pas de valeur commerciale, mais donc c'est une procédure qui arrive. Oui, Pascal Iris, je suis le directeur d'Armin. Je voulais vous faire part d'un point que vous n'avez pas évoqué et qui est à mon avis un vecteur très intéressant qui est assez sous-estimé de la valorisation et du développement économique par des startups, c'est le logiciel technique, le logiciel. Oui. Dans les écoles des mines, le logiciel est un outil de capitalisation des savoirs techniques qui nous permet de générer pas mal de startups. Alors là, il n'y a pas de brevet, mais il y a un autre modèle de développement, il y a une façon par exemple, d'être capable de faire des interfaces homme-machine qui puissent séduire des industriels et des clients. Absolument. Et donc je voulais juste dire qu'on avait une expérience dans ce domaine qu'on pourrait éventuellement mettre au service de PSL avec grand plaisir. Oui. Et on a même créé un fonds d'investissement de structures comme Armin, vous savez, c'est des filiales. Alors ça dépasse le cadre de PSL, mais il y a des gens de Lyon, de Grenoble, à Ars, qui est la filiale des arts et métiers. Bon, quand il s'agit de faire des tours de table, la collectivité, ça va très bien. Ouais. Et donc, on est prêt à prendre des participations dans des startups au niveau d'un premier tour plus, avec des tickets de 100 000 à 200 000 euros sur des sujets. Et là, il pourrait y avoir aussi des synergies. Donc, je voulais juste signaler qu'il y a des initiatives un petit peu comme vous le faites. Je suis très sensible à ça. Un peu souple, réactive, hors cadre parce que c'est vrai que le cadre est parfois un peu difficile. Oui. Et donc ça pourrait être une complémentarité. Mais je voulais surtout insister sur la création d'activités par le logiciel, où les scientifiques sont capables d'aller assez loin finalement. Et donc tout le travail d'industrialisation derrière, il est important, mais il est plus accessible. Et donc c'est aussi un bon vecteur. Voilà ce que je voulais... je vous remercie, parce que je partage 100% ce que vous venez de dire sur le logiciel. C'est vraiment une source de développement possible. Et merci pour votre proposition de soumettre, lorsque ça arrive, des propositions d'investissement. Ah oui. Et vous avez une grande expérience. Je veux dire, Armin est quand même la première association, disons, de ce type en France, avec une expérience impressionnante. En chiffre d'affaires, oui. Oui, Sid Quider, chercheur CNRS et à l'ENS. Je voudrais juste savoir à quel point ces procédures entre PSL et le CNRS sont en train de s'harmoniser. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous avez parlé donc d'incubation, de nouvelles startups au sein des locaux des différentes institutions de PSL. Mais si on va voir le CNRS, typiquement, pour leur parler de startups, si on va les voir pour leur parler d'invention, bien sûr, il va y avoir tout un soutien qu'ils vont pouvoir nous apporter. Mais pour parler de startups, généralement, ce qu'on va proposer aux chercheurs, c'est de se mettre en disponibilité pendant un certain nombre d'années, le temps de monter l'entreprise. Et donc, je suis agréablement surpris d'entendre votre message aujourd'hui, et je me demande à quel point le CNRS va pouvoir accepter ce genre de choses. Oui, c'est évidemment une question très importante parce que l'expérience jusqu'à présent n'était pas bonne, hein, soyons directs. Le chercheur qui demandait ça et qui souhaitait respecter les règles, bon, heureusement beaucoup chez nous contournent, mais c'est justement là ma question, c'est qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est toléré et qu'est-ce qui est finalement illégal, parce que disons bon, il y a alors je vais pas vous donner bien entendu en public des recettes illégales, ce serait un tout petit peu gênant. Je peux vous dire, je vais vous répondre par une anecdote humoristique. J'ai été consulté par le Premier ministre sur comment faites-vous à PC pour avoir un tel résultat de création de start-up, et est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'on peut le diffuser?
Et donc j'étais à cette grande table à Matignon et très sérieusement, j'ai dit, est-ce que je peux vous parler franchement? Alors les gens étaient perplexes, ils m'ont dit, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous demande. Donc j'ai commencé à expliquer, la première chose que je fais quand un chercheur vient me voir pour créer une société, s'il est CNRS, je lui demande, est-ce que vous avez un père, une mère, un frère, une sœur en qui vous avez confiance? Et les gens autour de la table m'ont dit, on ne veut plus entendre. Donc, ça répond à votre question. Alors, c'est évidemment très embêtant. Ça marche assez bien. Un système, disons, parallèle, comme on pourrait l'appeler. Maintenant, on est en discussion avancée avec le CNRS et avec l'INSERM pour voir si on pourrait simplifier la procédure. Vous voyez, la procédure, indépendamment même de la qualité des opérateurs à l'intérieur de ces organismes, quelle que soit leur bonne volonté, ils sont coincés par des réglementations épouvantables parce que vous allez devoir passer devant la commission déontologie. Bon, donc vous instruisez un dossier, on va vous dire il manque une pièce, donc normalement vous avez la première réponse dans 3 mois, mais vous ne l'avez jamais dans 3 mois, donc c'est 6 mois ou 9 mois. Ensuite, l'organisme reçoit l'avis en espérant qu'il est favorable. C'est qu'un avis, donc il doit instruire. Bref, j'ai des exemples concrets à 3 ans. Donc vous comprenez pourquoi parfois on est obligé d'utiliser des voies un peu parallèles. Oui, si vous permettez, je voudrais ajouter quelque chose. Le CNRS est vraiment le premier partenaire de recherche de PSL. C'est un acteur absolument incontournable pour nous. Il ne s'agit pas du tout d'aller contre le CNRS, mais absolument pas. Mais le CNRS est membre fondateur de PSL. Et nous avons vu quel est l'engagement du CNRS qui a été rappelé au dernier conseil d'administration par son président qui était là en personne. Le CNRS a misé sur PSL, enfin sur d'autres aussi, mais vraiment pour nous aider à avancer le plus possible. Et tous les dirigeants du CNRS savent bien à quel point arriver à relever le défi de la valorisation, surtout quand on est dans le 5e arrondissement au centre de Paris, c'est quelque chose que nous devons réussir. Le jour de l'audition, la deuxième audition devant le jury international, le président du CNRS était à nos côtés dans notre petite délégation pour dire on réussira ce défi de créer le hub entrepreneurial hub in the center of Paris. C'était ça le défi. Et vraiment, ils essaient de nous aider autant qu'ils le peuvent. Donc on est dans une relation de construction d'un partenariat d'un autre type avec le CNRS qui va au-delà de la Valo. Donc n'ayez pas d'inquiétude, on n'est pas du tout en conflit. Ce ne sera pas en opposition contre le CNRS, au contraire. On essaye de le faire en harmonie. D'ailleurs, je ne raconterai pas toute la suite, mais après mon intervention au bureau du Premier ministre, le lendemain, j'ai reçu un coup de téléphone du directeur du cabinet qui m'a dit « Monsieur Wiener, est-ce que pour aider votre réflexion, on peut vous mettre quelqu'un avec vous ?» Alors je dis « Oui, de quoi s'agit-il ?» Et il m'a dit « D'un inspecteur général des finances. » Et mon sang s'est glacé. Et il l'a senti au bout du téléphone et il m'a dit « Rassurez-vous, ce ne sera pas pour vous embêter, ce sera pour voir comment il faut modifier la loi pour supprimer ces blocages. » Donc vous voyez, c'était positif. Et effectivement, j'ai eu de nombreuses réunions de travail avec cet inspecteur général qui était très vif, très intelligent et qui est un ancien de cette maison, de l'ENS. Bonsoir, Lorena Klein de Chimie Paris. Donc vous avez réussi à rendre la valorisation passionnante. Donc c'est quelque chose que je ne m'attendais pas forcément ce soir. Mais c'était très très intéressant ce que vous avez présenté. Merci beaucoup. Moi j'avais une question par rapport au fonds Charpak. Donc le fonds Charpak est utilisé pour la valorisation à l'OSPCI. Vous avez dit que si on va utiliser toute la force de PSL, donc nous allons ajouter un degré important aux demandes. Est-ce que PSL
va s'investir dans ce fonds Charpak, ou il y aura d'autres moyens pour justement qu'on puisse couvrir toutes les demandes à venir? Oui, c'est une très bonne question aussi. Il est clair que si notre projet PSL réussit, c'est-à-dire si la complexité générée par la couche supplémentaire dans les structures peut être surmontée, il y aurait naturellement à terme une fusion. Je veux dire, il n'y aurait plus de raison qu'il y ait un fonds de valorisation là et un fonds de valorisation là. On irait naturellement vers une fusion. Mais il faut déjà qu'on vérifie, qu'on arrive à surmonter tous les obstacles. Hein. Vous voyez, vous avez compris que je suis un convaincu de l'intérêt de PSL et de son potentiel fabuleux. Maintenant, il faut que chacun de son côté participe à cette construction qui est dans l'intérêt collectif. Il faut essayer de prendre un petit peu de distance par rapport à la défense stricte de son organisme. Je veux dire, dans les grandes universités américaines, vous avez le College of Engineering, le Collège Médecine, chacun est très très attaché à son indépendance intellectuelle, n'empêche qu'ils rament tous dans le même sens. Et si on arrive à faire quelque chose comme ça dans PSL, vous voyez que c'est fabuleux. Bonsoir, Franck Join. Bon, alors je ne suis pas chercheur du tout, moi, je m'en excuse. Je viens du monde de l'entreprise, en particulier de la création d'entreprise. Je voulais savoir si votre structure, à terme ou dès le début, mettrait en relation des chercheurs qui ont une idée qui vaut le coup d'être mise sur le marché avec des créateurs d'entreprises, ou des structures d'ailleurs de création d'entreprises. Alors, la réponse est oui. Vous voyez quel est le processus. Aujourd'hui, un chercheur vient nous voir, il nous propose un projet. Je parle à l'ESPCI, mais ça va être vraiment le même modèle qu'on va construire ici. Une jeune femme qui se trouve là, Carla Bala, reçoit le chercheur, l'écoute, organise, disons, un petit préliminaire rapide après lequel on va avoir une discussion tous les trois, ou s'ils sont plusieurs chercheurs, tous les chercheurs et nous deux. Et elle va essayer de réfléchir à des sociétés ou à des structures industrielles qui pourraient valoriser ce type d'invention. Et ça fait partie à coup sûr de notre réflexion préliminaire pour donner la décision. Si on n'identifie aucune société existante, ça veut dire que ça passera forcément par une start-up. Et dans ce cas-là, ça n'exclut pas qu'on dise oui. Au contraire. On a une aventure en cours pour laquelle le fonds a récupéré des actions de la société en question. C'est extrêmement risqué, c'est un domaine extrêmement risqué en termes de succès, parce qu'on est encore à un stade très très amont. Donc on espère que la start-up va réussir, on l'aide, on fait ce qu'on peut pour l'aider. Si elle réussit, c'est un très gros coup, si je peux dire, mais positif. Dans la question qui était posée tout à l'heure, ce ne sera pas un coup sortant, ce sera un coup rentrant, en ce sens que si elle réussit, c'est une société qui pourrait rentrer en bourse ou qui pourrait être cédée à un grand groupe, très certainement. Et donc, oui, on regarde ça dès le départ. Et comment faites-vous? Est-ce que vous puisez dans un vivier d'opérationnel, ou est-ce que vous laissez le chercheur trouver autour de lui les personnes qui seraient... Non, on l'aide. La Carla Bala fait elle-même une recherche à partir de nos réseaux relationnels. On passe pas mal de coups de fil à des contacts. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire à l'intérieur de PSL, c'est que tous les responsables de labo et tous les responsables au niveau des structures ont des réseaux relationnels fabuleux. Et donc, avec quelques coups de fil, parfois, il est possible d'avoir une idée de qui pourrait être naturellement intéressé. Vous voyez, et donc, c'est un élément sur lequel il faut absolument qu'on capitalise, parce que c'est une force rare. Je connais peu d'endroits où les interlocuteurs ont de tels réseaux relationnels. Alors, c'est pas pour du piston, ni rien, c'est pour la connaissance.
voyez, vous comprenez bien ce que je veux dire par le réseau relationnel. C'est pas pour lui dire tu vas me passer un truc même si ça marche pas. Non, ça c'est pas une bonne approche. C'est tu vas me dire qui pourrait être intéressé par ça ou comment je pourrais contacter X ou Y qui autrement est protégé par une barrière naturelle. Donc bonsoir, je suis Jacques Fadaccioli, je suis au département de chimie donc de l'école normale. Concernant la liberté, donc rêver de pouvoir faire porter en tout cas la première phase de protection par l'institution de notre choix, c'est quelque chose qui est aujourd'hui possible ou c'est quelque chose qui le sera après accord avec les institutions? Parce que je suis hébergé par l'école, payé par l'UPMC, dans une UMR. Voilà un exemple et il existe typique. Un accord cadre. Voilà un exemple typique de ce que je vous décrivais, de la complexité. Il y a un accord cadre aujourd'hui qui existe, qui dit que pour une demande de protection, j'avais contacté l'UPMC, c'est le CNRS finalement qui gère. Mon voisin qui est dans une autre UMR avec un autre accord cadre, ça se fait pas de la même manière. Oui. Et je crois qu'on ne peut pour l'instant pas y déroger. Si, d'une manière, alors je dirais légale entre guillemets, le directeur de l'établissement, dans notre cas, le directeur de l'établissement a écrit, donc on a aussi le SPCI, un accord cadre, a écrit au directeur général du CNRS, qu'on avait prévenu, bien sûr, c'était pas une lettre surprise, en lui disant on souhaite désormais utiliser la loi qui donne à l'hébergeur la possibilité, et donc il y a eu un échange de lettres. Donc c'est un contrat, et ce contrat s'appuie sur une loi qui existe. Donc il est légal, quoi. Oui, c'est possible. Alors il ne faudrait pas que pour une raison bizarre, dans un cas particulier, le CNRS ou l'établissement valorisateur dise « Ah non, non, moi, tant que le contrat quadriennal n'est pas fini, on le suit ». À partir du moment où c'est un accord, c'est un contrat, quoi. Et donc si ce contrat peut être modifié par accord des deux parties. Le cadre de la loi le permet, ce qui n'était pas trop le cas avant. C'est récent, c'est quelque chose... La loi a été modifiée, je dirais, de mémoire, il y a 3 ans, à peu près. C'était du temps de Villepin, non? Quelque chose comme ça. 2009, voilà. Donc 3 ans, j'étais dans l'ordre de grandeur. Alors, je m'appelle Jacques Simon, je suis employé municipal. Et justement, en tant qu'employé municipal, on a un salaire décent et on a une sécurité de l'emploi. Et je crois m'être aperçu qu'on peut porter le brevet quand même relativement loin. C'est-à-dire, le brevet français, on peut le déposer avec ses propres financements, sur son salaire, je veux dire. Le PCT également, et même une partie des extensions. Oui. Et même avec cette sécurité de l'emploi, vous pouvez aller même dans des banques, indépendamment de tout réseau relationnel. Et étant donné que vous avez une superficie relativement convenable, ils vont vous faire un certain crédit. Surtout que vous avez des diplômes et des universitaires qui peuvent conforter votre crédit. En d'autres termes, je ne vois pas... Et si votre PME ensuite... Alors si la PME est créée à l'extérieur de l'ESPCI, n'a strictement rien à voir avec l'ESPCI, évidemment avec les mêmes sujets de recherche, mais indépendamment, je ne vois pas pourquoi l'ESPCI devrait avoir quelque chose à faire. Non. Alors je vais y répondre. Là, je suis particulièrement bien placé pour répondre parce que j'ai fait, jeune chercheur, j'ai fait très exactement ce que vous venez de décrire. C'est-à-dire, j'ai commencé à prendre à titre personnel, dans le cadre de la règle SPCI, des brevets à titre personnel. Donc j'étais chercheur. J'en ai pris 1, 2, 3. Et puis j'ai abordé le domaine des extensions. Mais malgré mon brillant salaire de jeune chercheur et celui de mon épouse qui était chercheur aussi à l'époque, j'ai été obligé, pour faire les extensions, d'emprunter pour 2 ans de salaire. Et donc, je dois vous dire qu'après, quand je rentrais à la maison en disant à ma femme « j'ai une super idée », je voyais qu'elle changeait de couleur. Et quand, comme on est très enthousiaste, jeune chercheur, je lui disais « ah, ce brevet, il est génial, on va l'étendre dans 30 pays », alors là, elle défaillait. Mais elle est restée malgré tout. Bonsoir, Jean-Michel Béacotte de l'Institut Louis Bachelier. J'ai 2 questions en fait. Une qui continue la question précédente, qui est comment allez-vous éviter en fait la sélection adverse finalement dans ce système
qui consisterait à ce que vous ayez finalement ce que les autres n'ont pas eu ou n'ont pas voulu, ou etc. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire quel est votre positionnement finalement concurrentiel qui évite cette sélection? Non, alors là, ma position, elle est. Ça, c'est la première question, et puis je pose la deuxième. D'accord, voilà, d'accord, vous êtes tranquille. Voilà. La deuxième, c'est vous dites, on abandonne donc les licences contre 5% de la boîte. Vous tenez les 5% jusqu'à quel tour de table? Voilà. D'accord. Alors les deux questions sont intéressantes. La première question, non. Alors là, j'ai une position catégorique. Notre critère de jugement ne sera pas parce qu'ils l'ont rejeté ou ils l'ont pas rejeté, c'est est-ce que ce brevet nous intéresse ou pas. Autrement dit, si, comme je le disais, des chercheurs sont satisfaits de leur interlocuteur ou interlocutrice à tel ou tel organisme et qu'ils se sentent bien avec et que ça se passe bien, on n'a pas d'objection. Mon but ultime est que ça marche. C'est-à-dire qu'on génère de l'activité économique, de l'emploi, des start-up. Si ça passe par le CNRS, ça me gêne pas. Donc vous voyez, je n'ai aucun risque de recevoir les rossignols que les autres n'ont pas voulu. J'emploie le mot, je le sentais, vous brûlez la bouche. Les dogs, oui. Donc il n'y a aucun risque parce que si on prend le brevet, c'est parce que nous, on estime qu'il a un intérêt. Vous voyez, on ne prendra pas tous les brevets. D'ailleurs, Carla Balla, qui est là, on a eu il y a 3 semaines la visite d'un chercheur qui nous a décrit, un excellent chercheur, qui nous a décrit une invention qui était assez intéressante et on se creusait la tête pour voir à quoi ça pourrait servir. Et quand même, on était très attentifs, c'est un bon chercheur qui publie des super publications. Et puis, on ne trouvait pas trop. Puis, à un moment, on lui a demandé est-ce que vous avez réfléchi à des idées d'application? Elle a dit moi, j'en vois aucune. Alors, on était un peu embêtés, on s'est regardé, on s'est dit on va réfléchir. Non, on ne donnait pas la réponse tout de suite. Alors, en ce qui concerne... Mais du coup, excusez-moi, vous avez du coup tout à fait intérêt, effectivement, à ce que tout le monde évolue ensemble. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Ça répond un peu aussi à la question CNRS et compagnie. C'est que si tout le monde évolue ensemble, vous évitez, de facto, vous êtes d'accord? Exactement, exactement. Et donc, vous avez intérêt à ce que le CNRS aille plus vite, finalement. Alors, à la décharge, si vous voulez, j'ai dit, le CNRS, d'autres organismes peuvent être extrêmement longs. À leur décharge, ils ont à gérer un nombre de chercheurs considérable. Et donc, forcément, ils ont une structure multicouche beaucoup plus complexe que la nôtre. Et à l'ESPCI, elle est très légère. Avec PSL, elle est un tout petit peu plus complexe, mais normalement, c'est une complexité qu'on devrait pouvoir surmonter. Vous voyez, et donc, je pense qu'on a vraiment des atouts pour faire bien et vite les réponses. Alors, la deuxième question concernait les 5%. Alors, c'est une question... alors, bon... L'un des organismes avec lesquels on discute de l'acceptation de notre modèle m'a dit ok, on est d'accord, mais on veut des golden shares. Alors pour ceux qui ne savent pas, les golden shares sont des actions particulières, on dirait en français, et il existe un statut d'action particulière qui ne se dilue pas lors d'augmentation de capital. C'est-à-dire, vous avez un capital 200, vous le passez à 200, les anciens actionnaires, lorsque le capital était 100, ils sont dilués par 2, puisque vous passez de 100 à 200. Donc le 5%, dans une opération comme ça, il devient 2,5. Et donc je me suis opposé. J'ai dit non, on ne fera pas de golden share. On a 5% au départ. Si, lors d'une augmentation de capital, le fonds veut suivre, il suivra financièrement. S'il ne veut pas suivre, il sera progressivement dilué, mais d'une société qui vaut de plus en plus. Autrement dit, on aura un pourcentage qui va se réduire, mais d'une société dont la valorisation augmente. Donc c'est ça tout le pari.
Et c'est un pari, je dirais, qu'il faut espérer gagnant, sinon aucun fondateur ne ferait d'augmentation de capital. Vous voyez, prenez le fondateur d'une... typiquement, 3 associés, 3 chercheurs, ils créent une start-up. Peut-être que sur les 3, il y a un gestionnaire. Il y a 2 chercheurs, parce qu'on aura besoin, évidemment... Et vous voyez que l'interaction avec Dauphine est très intéressante, parce que le mélange des cultures... Donc, imaginez 2 chercheurs et un patron, disons au sens manager, qui s'associent à 3. Ils ont un tiers chacun de la boîte. Ensuite, ils font une augmentation de capital. Admettons qu'ils ne suivent pas. Ils vont se retrouver avec un 6e, par exemple. Ils ont des actions gratuites que vous avez. Si l'investisseur... On peut imaginer des actions gratuites. Si l'investisseur est d'accord, et je connais beaucoup de cas où il n'est pas d'accord, il va donner des actions gratuites dépendantes de la performance, mais si la performance des fondateurs n'est pas bonne, il ne donnera pas d'actions gratuites. Hein. Je me suis suffisamment battu avec les investisseurs pour le savoir. Alors, il peut donner des actions gratuites qui vont permettre d'éviter la dilution, mais en pratique, le fondateur est dilué, mais comme en final, il fait une super affaire en cas de sortie ou de vente, si la société s'est valorisée. Si bien sûr, elle n'a fait que doubler, par exemple, sa valeur en même temps qu'il était divisé par 2, là, c'est un deal complètement plat. Si par contre, elle s'est multipliée par 100, bah, même s'il a été divisé par 2, il a encore un facteur 50. Mais c'est un vrai sujet. Et je vous dis, ça a été une question qui m'a été posée. Est-ce que ce seront des actions 5% flat ou est-ce que ça va baisser? Golden Share va peut-être être réservé aux inventeurs, primitifs, je veux dire. Disons, les actions privilégiées, soit les actions gratuites, soit les BSPCE ou les stock options, comme on les appelle souvent, sont attribuées par le conseil d'administration de la société start-up, ou le conseil de surveillance, c'est plus souvent un conseil de surveillance, au personnel de la société qui ont une importance pour la vie et le développement de la société. Et donc, ils représentent en plus un outil d'équité. C'est un outil d'équité parce qu'une start-up, c'est un bateau sur lequel il y a un certain nombre de gens qui vivent une aventure. Alors passionnante, hein, toujours. Et donc, pendant la durée de vie de la société, les stock options, c'est vraiment un outil, ou les actions gratuites, c'est vraiment un outil fabuleux pour récompenser ceux qui ont un rôle majeur dans la société. Alors, lorsqu'on approche par contre d'une sortie, moi je trouve, mais ça c'est chacun à sa politique, équitable, de faire profiter l'ensemble du personnel. Pas de manière égalitaire, bien entendu, puisqu'on n'est pas dans l'égalitaire là. Et je raconte parfois, j'ai vendu une société il y a quelques années, et quand on a compris qu'on allait la vendre, on avait des négociations très avancées, jour et nuit, pendant des mois, un mois enfin. Et ça avait commencé avant un mois, mais ça a été un mois de négociations très dures. Quand on s'est rendu compte que le deal avait toutes les chances de fonctionner, mon ancien étudiant, qui était mon associé, et moi, avons attribué des stock options à l'ensemble du personnel, mais en tenant compte, bien sûr, de l'apport de chacun. Et je dis souvent ça parce que je trouve que c'est vraiment la morale de ce système. Il y avait dans la société 2 femmes de ménage. Et on leur a donné des stock options, mais pas le même nombre, parce qu'il y en a une qui était consciencieuse et pas l'autre. Et elles n'ont pas compris ce que c'était ce qu'on leur donnait. Et quand elles ont reçu le chèque de la société acheteuse, elles se sont demandé si elles avaient tiré un billet. Elles ont cru qu'on leur avait acheté un billet de loterie. Donc vous voyez, les stock options, c'est un outil fabuleux pendant la vie de la société pour
encourager ceux qui contribuent à son succès. Je trouve équitable quand même d'en distribuer assez généreusement parce que c'est quand même l'esprit, on est sur un bateau. Et donc, moi, c'est la pratique que j'ai utilisée. De toute manière, nous avons prévu des rafraîchissements et une petite collation pour continuer la discussion et les échanges de manière beaucoup plus informelle. Donc, c'est servi juste à la sortie. Merci Jacques, c'était vraiment passionnant et tout content que vous puissiez vous occuper.